Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler des hypersensibilités. Il y a 4 types d'hypersensibilité. De façon très originale, on les a nommés hypersensibilité 1, 2, 3 et 4. Donc, je veux que vous sachiez quels sont les 4 types et quelles sont les composantes immunitaires qui sont impliquées dans chacune. Donc, quand on parle à la base, quand on parle d'hypersensibilité, donc ce sont des réponses immunitaires qui peuvent donner lieu à des réactions excessives ou inappropriées. Dans le fond, votre corps va réagir très fortement à une molécule, un antigène, qui ne représente pas une menace pour vous. Donc, on va parler d'hypersensibilité. Donc, c'est une réaction qui est trop grande, exagérée, pour les potentiels dommages que la molécule elle-même pourrait causer. Souvent, c'est le système immunitaire, lors d'une réaction d'hypersensibilité, qui cause plus de dommages que la molécule elle-même. Donc, pour les 4 types d'hypersensibilité, le type 1, la principale composante du système immunitaire d'impliquer, ce sont les IgE, donc les immunoglobulines E. On pourrait entrer là-dedans aussi les mastocytes. Donc, le meilleur exemple pour les hypersensibilités de type 1, ce sont les allergies. On va revenir pour chacune de ces hypersensibilités-là avec plus de détails et plus d'exemples. Pour les hypersensibilités de type 2, ce seront surtout les IgG ou les IgM qui seront impliqués. Là-dedans, on peut avoir des réponses contre des antigènes du soi. Donc, on va voir que dans les hypersensibilités de type 2, il y a beaucoup de maladies auto-immunes qui entrent dans cette catégorie-là. Il y a aussi, un des exemples les mieux étudiés, les mieux connus, c'est le rejet des groupes sanguins différents. C'est une hypersensibilité de type 2. Parce que techniquement, du sang humain devrait pouvoir nous aider à survivre, mais on réagit trop fortement puis on élimine les globules rouges qui ne sont pas compatibles avec notre groupe. Hypersensibilité de type 3, la raison, ce seront les complexes immuns. Donc, par complexe immun, ce qu'on veut dire, c'est un regroupement d'anticorps et d'antigènes, donc qui sont tous liés ensemble et qui vont aller se déposer, se fixer dans des tissus et causer des dommages. En fait, peuvent attirer des cellules immunitaires qui, elles, vont causer des dommages aussi. Puis, l'hypersensibilité de type 4, ce sont les cellules T qui sont impliquées. Donc, si on regarde les 3 premiers types d'hypersensibilité, ce sont des immunoglobulines, des anticorps qui sont impliqués. Okay? Donc, IgE pour type 1, IgG, IgM pour type 2. Complexe immun, donc ce sont des anticorps aussi, mais avec des réseaux d'antigènes qui sont liés aussi, donc complexe immun. Puis le type 4, ce sont les cellules T qui vont être impliquées et qui vont causer le plus de dommages. Donc, on va commencer par l'hypersensibilité de type 1, ce que l'on appelle l'hypersensibilité immédiate. Celle-là, c'est la plus simple. Okay? Puis vous pouvez l'écrire sur la petite ligne qui est là. Ce sont les allergies. Quand on dit hypersensibilité immédiate, c'est simple. Moi, par exemple, j'ai une allergie aux chats. Si je vais chez vous, je vais chez un ami, dans de la famille, et ils ont des chats, sans même voir le chat en dedans de quelques minutes, je vais le savoir. Okay? Je vais avoir plus de difficultés à respirer, je vais faire un petit peu d'asthme. Si jamais, par erreur, je touche le chat, je le caresse, puis après ça, je me frotte les yeux, je vais venir les yeux rouges, enflés, ça va piquer, je vais éternuer, je ne passerai pas une belle soirée. Donc, c'est une réponse qui est rapide. Puis quand on pense à la réponse immédiate, pensez aux gens qui ont des allergies, par exemple, au venin d'abeilles, qui ont des allergies aux fruits de mer, aux arachides, donc les allergènes alimentaires. La réponse peut être très rapide aussi, puis même franchement très dangereuse. Okay? Quand on parle de choc anaphylactique, donc réaction aux arachides, okay? On sait que ça peut être mortel. Moi, depuis que mes enfants sont à la maternelle, j'en vois plein. Okay? Je vois plein d'informations là-dessus, parce que bon, la garderie à l'époque nous envoyait des messages pour nous dire, bon, dans le groupe de votre enfant, il y a, on va dire, 3 personnes allergiques aux arachides, 2 qui sont allergiques aux produits laitiers, 4 aux œufs. C'est incroyable. Donc, il fallait vraiment faire attention si on envoyait des collations à nos enfants. Donc, c'est un beau casse-tête, toutes ces allergies-là. Donc, les principales composantes, comme je l'ai dit, on a les IgE, mais les mastocytes et les basophiles vont être très impliqués aussi. Les mastocytes, entre autres, vont reconnaître des antigènes qui se fixent sur les IgE et vont libérer leur contenu d'histamine. Okay? Et c'est l'histamine, dans le fond, qui va provoquer la réaction inflammatoire. Dans les cas, je reviens sur mes allergies là, aux abeilles puis aux allergènes alimentaires. Donc, une personne
ne le sait pas, va au restaurant, par exemple, puis consomme quelque chose qui contient un allergène, des arachides, par exemple. Donc, les personnes qui savent qu'elles ont des allergies graves devraient toujours avoir sur elles un EpiPen, donc une injection d'épinéphrine pour les aider à récupérer face à cette réaction exagérée-là de leur système immunitaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'après l'injection, les personnes là, doivent quand même se rendre à l'hôpital, aller voir pour avoir de l'aide d'un médecin, parce que bon, ça va aider les personnes à, on va dire, ne pas étouffer, à survivre dans le fond pendant quelques instants, mais il faut quand même avoir un suivi médical pour s'assurer que tout est correct. Les allergènes comme tels, okay, c'est quoi les molécules, les protéines surtout qui causent des allergies? Donc, on parle de protéines solubles dans ce cas-ci, de 10 à 40 kg Dalton. On va les regrouper en différentes catégories comme les pneumallergènes, donc des allergènes qui vont passer par vos voies respiratoires. On peut entrer là-dedans, par exemple, le pollen, il peut y avoir des moisissures qui vont entrer là-dedans aussi, dans les poussières, acariens, etc. Trophallergènes, ça c'est dans la bouffe. Donc, encore une fois, les allergies aux arachides, aux noix sont peut-être les plus connues, aux fruits de mer, des allergies aux produits laitiers, des allergies aux œufs, des allergies au gluten. Et là, juste faire attention, okay, quand je parle, par exemple, de produits laitiers, il faut faire la distinction entre une allergie et une intolérance. L'intolérance, souvent, va être due à une incapacité de digérer le sucre du lait, donc le lactose. Et si on ne peut pas le faire nous-mêmes, souvent ce seront des micro-organismes dans notre gros intestin qui vont le faire et eux vont le fermenter, vont le métaboliser de façon différente, ce qui va entraîner la production de gaz, okay, ballonnement, malaise digestif, etc. Donc ça, c'est une incapacité à digérer le lactose, donc ça, c'est une intolérance. Mais quand on parle d'allergie, on parle vraiment de gens qui ont des réactions immunitaires, donc il y a des IgE qui sont impliqués là-dedans et qui vont répondre trop fortement contre les protéines présentes dans le lait ou dans les produits laitiers. Certains médicaments peuvent entraîner des allergies. On pense entre autres là, à la pénicilline. La pénicilline, c'est une molécule qui en soi est trop petite. Okay? Rappelez-vous le terme aptène. Un aptène, c'est une molécule qui est trop petite, donc qui n'est pas immunogène, ne devrait pas être reconnue par votre système immunitaire. Donc, supposons que ça, c'est l'aptène, supposons que ça, c'est la pénicilline. Je voulais faire un cercle. Voilà, on va faire un petit point comme ça. Ce qui va arriver souvent dans une allergie de ce type-là, c'est que vous avez une protéine dans votre sérum, puis les aptènes qui sont trop petits lorsqu'ils sont tout seuls vont aller se fixer sur une protéine dans votre sérum et le tout maintenant va devenir immunogène et des anticorps vont pouvoir venir s'y fixer. Dans le fond, il va pouvoir avoir une réaction immunitaire. Par exemple, donc vos IgE se fixent sur la molécule, des mastocytes, OK? Donc, ils ont plein de vésicules avec de l'histamine à l'intérieur, vont reconnaître, là, je m'excuse, mon récepteur est vraiment trop long, OK? Donc, le récepteur qui est là reconnaît l'IgE, ça entraîne la libération d'histamine et ça entraîne la réaction allergique. Antigènes, donc, certains dérivés, les antigènes, dérivés de champignons parasites comme Aspergillus peuvent entraîner des réactions allergiques. Donc, si vous vivez dans un endroit, par exemple, où il y a beaucoup de moisissure, ça peut entraîner des problèmes respiratoires. Et bon, les venins d'abeilles, entre autres, qui peuvent être franchement dangereux. J'ai déjà été piqué à quelques reprises par des abeilles. Heureusement, je ne suis pas allergique. J'avais juste une petite inflammation, on va dire locale, mais rien de majeur. Puis les acariens, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, mais les acariens comme tels, vous n'êtes pas allergique à l'arthropode. Okay? Vous êtes allergique à ces excréments. Donc, des molécules présentes dans les excréments d'acariens vous rendent allergique. Puis des fois, en fonction du métier que quelqu'un peut faire, donc ça peut entraîner des allergies cutanées, okay? En fonction de divers produits réactifs que les personnes manipulent. Donc, allergie aux teintures capillaires chez les coiffeurs, coiffeuses. Allergie chez un mécanicien ou une mécanicienne sur des machines agricoles. Donc, en fonction de divers produits, huiles, etc. qu'on peut utiliser. Allergie chez un carrossier peintre. Okay? Donc, si vous travaillez là, dans l'industrie automobile, faire de la réparation, des choses comme ça. Ciment chez les maçons. Okay? Regardez les réactions cutanées assez violentes quand même là, qui se produisent. Puis, les allergies aéroportées par une résine époxy chez un charpentier. Okay? Donc, regardez là, au niveau des bras, c'est assez important. Donc, ça peut être assez invalidant là, quand vous travaillez dans ce métier-là et que un des produits utilisés lors de votre métier de façon assez courante là, vous rend allergique, malheureusement.
Ensuite, ça c'est quand même particulier, puis c'est relativement nouveau, mais je voulais en parler. Euh, les tiques, puis c'est pas une tique qui est encore présente au Québec ou au Canada, donc on peut s'en réjouir, mais on ne sait jamais, là, avec le déplacement des animaux, réchauffement de la planète et tout, cette tique-là pourrait peut-être trouver un habitat qui lui convient ici même au Québec, comme on l'a eu par exemple avec les tiques là, qui transportent la bactérie responsable de la maladie de Lyme. Bref, donc ce qui arrive, okay, c'est que la tique, donc comme toutes les tiques, va vous mordre okay, pour aspirer de votre sang. Ce qui va arriver, okay, c'est que cette morsure-là okay, va vous faire réagir, okay, va entraîner une réaction croisée entre un glucide retrouvé sur les cellules animales, okay, donc le bœuf et tout, et les molécules qui ont été injectées par la piqûre ou la morsure de la tique. Donc, il y a des substances sécrétées par la tique qui entrent en vous. Votre système immunitaire reconnaît ces molécules-là et provoque une réaction immunitaire et développe des cellules mémoire contre cette molécule-là. Mais la molécule va ressembler okay, à un glucide qui est retrouvé dans certaines cellules animales, donc par exemple le bœuf. Et lorsque vous allez manger du bœuf par la suite, vous allez avoir une réaction allergique contre le bœuf. Okay? Puis là, les symptômes, urticaire, démangeaisons, vomissements, diarrhée et possible choc anaphylactique, donc ça peut devenir dangereux à ce point-là. Les seules, on va dire, viandes animales qui ne contiennent pas ce fameux sucre-là, okay? Donc on parle de la volaille, donc vous pourriez continuer à manger du poulet, du poisson, vous pourriez continuer à manger du singe et potentiellement de l'humain. Espérons qu'on ne se rendra pas là, okay? Mais le bœuf, le porc, les gibiers, souvent sont porteurs de ces molécules-là et vous seriez allergique si vous en mangez. Donc pour l'instant, vous pourriez aller lire l'article qui traite de ça, mais c'est surtout une tique qu'on retrouve au sud des États-Unis. Donc si vous pensez au Texas, là, des amateurs de barbecue, etc., eux pourraient être très malheureux là, si ça leur arrive. La génétique et les maladies allergiques. On peut faire okay, un lien entre la génétique et certaines allergies. Par exemple, rhume des foins et l'asthme sont clairement héréditaires. Donc, si je lis le texte, les enfants dont un des deux parents est allergique ont 30% de risque de souffrir d'une maladie allergique, tandis que les enfants dont les deux parents ont des allergies ont 50% de risque. Okay? Donc, ça, c'est un phénomène qu'on appelle l'atopie, donc une prédisposition héréditaire à l'allergie. Mais, okay, il faut être conscient de ça, la génétique n'est pas la seule responsable des allergies. Il y a une composante environnementale très importante. Et on le constate okay, depuis, on va dire, je sais pas moi, 20-30 ans, il y a de plus en plus d'allergies. Mais pourtant, génétiquement, l'être humain n'a pas évolué, n'a pas subi une mutation majeure là, pour faire en sorte que la génétique à elle seule explique pourquoi il y a de plus en plus d'allergies. On va aussi remarquer que les allergies sont beaucoup plus fréquentes dans les pays les plus développés, en Amérique du Nord, en Europe par exemple. On voit beaucoup d'allergies. Okay? Tandis que dans certains pays, Amérique centrale, du Sud, Asie, Afrique, il y a moins d'allergies. Mais une des raisons qui pourrait expliquer ça en partie, c'est que dans certains pays, il y a beaucoup plus dans l'environnement de micro-organismes, de parasites, donc par exemple des vers, des protozoaires. Donc le système immunitaire n'a pas vraiment de temps à perdre okay, avec des molécules insignifiantes là, comme du pollen ou de la salive de chat. Okay? Donc il y a vraiment quelque chose peut-être qui se passe. Peut-être que notre environnement est trop aseptisé. Donc notre système immunitaire n'est pas stimulé. Peut-être qu'il y a des irritants, des polluants aussi qui vont activer certaines réponses immunitaires. On ne le sait pas trop. Okay? Mais il y a quand même okay, deux composantes là, pour les allergies, donc la génétique et l'environnement. Je vais trouver un petit article intéressant okay, qui expliquait l'origine lointaine de nos allergies. Donc, ça pourrait remonter là, à l'homme de Néandertal, okay, donc avec certains gènes qu'on aurait hérités, disons, des vestiges de cet ancêtre-là, peu importe. Puis aussi, je reviens sur les allergies. Là. Donc, on le voit aussi, par exemple, juste au Québec, là, dans les écoles. Moi, quand j'avais... j'étais au primaire, donc entre, on va dire, 5 ans et 12 ans, je me rappelle même pas qu'il y avait des gens dans ma classe qui avaient des allergies. Okay? On amenait des sandwichs au beurre d'arachide, des collations X. Il n'y a jamais eu de restrictions, jamais eu de problème. Puis maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec mes enfants, c'est fou la quantité d'enfants qui ont des allergies. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Puis c'est pas juste la génétique qui peut expliquer ça.
Des petits tests cutanés pour vérifier si vous êtes allergique ou pour savoir à quoi vous êtes réellement allergique. Moi, c'est clair, je le sais, c'est les chats. C'est pas une découverte majeure là-dessus. J'ai pas eu besoin de faire un prick test. Mais dans le prick test, dans le fond, on vous injecte des allergènes, donc souvent à l'intérieur de l'avant-bras. Je vais vous montrer l'image du dos d'une personne. Donc, chez cette personne-là, on a testé franchement beaucoup d'allergènes en même temps. Peut-être, il faudrait que je les compte, là. Mais je sais pas, moi, 50, 60 tests, ça commence à être intense. Donc, chaque point que vous voyez, c'est juste un point qu'on a fait au crayon marqueur. Souvent, on va identifier, par exemple, le point 1, 2, 3, 4, 5, etc. Puis à côté du point 1, on va mettre, par exemple, un réactif positif, donc de l'histamine. Point 2, ça pourrait être un test négatif, donc de l'eau saline. Et ensuite, le 3 à 60, par exemple, ce seront divers allergènes. Et là, on va remarquer où les réactions allergiques se produisent, puis on va le comparer avec notre contrôle positif. Puis on va pouvoir dire à la personne, oui, vous êtes allergique ou non à telle substance. Puis ça, c'est particulier, les allergies et les relations sexuelles. Donc, par exemple, okay, votre partenaire est allergique aux noix du Brésil. Donc, on voit des noix du Brésil ici. Donc, elle est allergique ou il est allergique, peu importe. Vous avez mangé de ces noix-là la veille ou l'avant-veille, peu importe. Les molécules présentes dans les noix circulent dans votre sang, vont pouvoir aller s'accumuler, mais pas s'accumuler, mais se retrouver dans les glandes séminales. Donc, lors d'une relation sexuelle, après éjaculation, si la personne, votre partenaire, est allergique, elle pourrait avoir une réaction allergique aux noix par rapport à ce que vous avez mangé. Donc, dans ce cas-ci, il faut que ce soit un gars qui ait mangé des noix du Brésil et les ait transmis à son ou sa partenaire. Même principe avec la pénicilline. Donc, on a un gars qui a une infection pulmonaire, prend de la pénicilline, le ou la partenaire est allergique, mais il pourrait avoir réaction allergique face à ça. Aussi, une personne, un homme ou une femme, pourrait être allergique littéralement au sperme. Donc, ce n'est pas en lien avec ce que l'homme a mangé, comme les noix du Brésil ou le médicament qu'il a pris. C'est vraiment des protéines présentes dans le sperme, un sperme normal, qui pourraient provoquer une réaction allergique chez le ou la partenaire. Donc, ce qui pourrait être une explication de ça, c'est quand même particulier, c'est une réaction croisée avec un antigène prostatique humain et un allergène retrouvé dans les poils de chien mâle. Donc, supposons, une fille a un chien mâle, donc va le flatter et tout, va être en contact avec des allergènes dans son poil. Peut-être que la fille n'est pas allergique aux poils de chien, là. Rien de ça. Donc, elle va quand même être en contact, son système immunitaire va développer une réponse immunitaire et par réaction croisée, si cette fille-là a une relation sexuelle avec un homme, elle pourrait, lorsqu'il y aura éjaculation, avoir une réaction allergique grave, importante. Donc, ce que ça pourrait provoquer, donc un prurit vaginal, isolé, qui peut être confondu souvent avec une mycose. Donc, la fille, après la relation sexuelle, pourrait penser qu'elle a une infection vaginale, une mycose, une candidose, par exemple. Ça pourrait provoquer des crises d'asthme aussi. Donc, vous voyez, c'est possible. Donc, par le sperme lui-même, ou par ce qu'on a mangé ou, on va dire, consommé comme médicament, un homme pourrait transmettre à un autre homme ou à une femme des allergènes et provoquer une réaction. Immunothérapie, donc comment est-ce qu'on peut espérer guérir peut-être d'une allergie? Il faut comprendre que certaines allergies vont disparaître d'elles-mêmes par un phénomène qu'on appelle la tolérance immunitaire. Donc, il est possible qu'après quelques années, vous ne soyez plus allergique à une molécule en particulier. Mon garçon, par exemple, qui était allergique à la pénicilline lorsqu'il était petit, on lui a fait passer des tests, un peu comme on a vu tantôt là, avec le prick test. On a réalisé qu'il ne réagissait pas. On l'a envoyé à l'hôpital par la suite pour lui faire boire littéralement de la pénicilline pour voir si réactions il y allait avoir. Puis il n'y en a pas eu. Donc son système immunitaire a développé une tolérance, a perdu son habileté, on va le dire comme ça, à répondre contre cette molécule-là, ce qui est une bonne chose. C'est sûr que si mon enfant a une infection, on ne va pas faire exprès pour lui donner de la pénicilline, mais au moins on sait que ça pourrait redevenir une option si c'était par exemple le seul médicament qui fonctionne. Donc, il peut y avoir la tolérance immunitaire, mais aussi on peut jouer un tour au système immunitaire, donc provoquer dans le système immunitaire
une réaction qui va entraîner une augmentation d'un autre type d'anticorps contre l'allergène. Parce qu'on sait que le principal responsable des allergies, c'est l'IgE. Mais l'IgE va être produit dans le corps dans certaines circonstances. Puis les IgG, eux, dès qu'un allergène entre dans le sang, ce sont souvent eux, donc mes immunoglobulines G, qui vont être produites. Donc, ce qu'on peut faire, par exemple, si on veut traiter une allergie au rhume des foins, au venin d'abeille, puis quand on sait que le venin d'abeille peut être mortel, les gens qui y sont allergiques, ça pourrait être une bonne idée peut-être de considérer cette option-là, donc de vous désensibiliser à cet allergène. Donc, ce qu'on va faire, c'est des injections répétées de 1 nanogramme à 10 microgrammes, donc 10 à la moins 9 à 10 à la moins 6 grammes d'allergène. Au début, on fait des injections assez rapprochées, donc avec des semaines d'intervalle, après ça peut être aux mois, aux années par la suite. Et ce que ça va faire, c'est que tranquillement, pas vite. Donc regardez là, au début des injections ici, le nombre d'IgE augmente, parce qu'encore une fois, on reconnaît l'allergène. Mais tranquillement, pas vite, les IgG vont prendre la place, puis les IgE vont diminuer. Ce que ça va faire, c'est qu'éventuellement, il va tellement y avoir d'IgG. Donc, supposons que ça, c'est un G. On va dire que j'ai 2 IgG, puis j'ai 1 IgE. Là, j'ai des allergènes qui arrivent. La quantité d'IgG étant supérieure, les allergènes vont être captés par l'IgG et ne se rendront pas à l'IgE. Le mastocyte, qui libère de l'histamine, lui reconnaît seulement l'IgE. Donc, si les allergènes sont captés par les IgG, le mastocyte ne pourra pas libérer d'histamine. Un autre exemple, qui n'est pas un processus d'injection, c'est de prendre des petits comprimés, des petites pilules qu'on va laisser fondre sous la langue. Donc, un de mes fils, mon plus jeune cette fois, donc pas le même qui avait les allergies à la pénicilline. Donc, mon plus jeune, lui, avait des allergies ou encore des allergies à divers graminées, à divers pollens. Et ce que l'on fait, c'est que, par exemple, au mois de janvier, on va lui donner des comprimés comme ceux-là qu'il laisse se dissoudre sous sa langue. Ça va, un peu le même principe, augmenter la production d'IgG, la quantité d'IgE va diminuer. Il a encore, pour vrai, il a encore des réactions allergiques l'été, mais c'est beaucoup moins pire que ça l'était par le passé. Donc, il y a une amélioration, puis juste ça, c'est positif. Ça, c'est une petite blague que je vous laisse lire. Donc, quand le système immunitaire s'emballe et provoque un choc anaphylactique suite à la réaction à des arachides, puis là, vous avez les basophiles ou ça pourrait être les mastocytes, là, qui croient avoir sauvé le corps parce qu'ils ont attaqué un allergène, donc ont attaqué un antigène, mais dans le fond, ils ont juste foutu le bordel dans le corps. Maintenant, les hypersensibilités de type 2, donc dans ce cas-ci, ce sont vraiment les IgG et les IgM qui vont être les plus impliqués. Il peut y avoir ce qu'on appelle l'ADCC pour Antibody Dependent Cell Mediated Cytotoxicity. Donc, une attaque cellulaire cytotoxique liée à la liaison par des anticorps. Donc, des anticorps qui se fixent par exemple sur vos tissus et ça entraîne la destruction de ces derniers. Donc, c'est une réaction d'hypersensibilité. Jusqu'à un certain point, c'est aussi une maladie auto-immune. On y reviendra dans un autre chapitre. Donc, les cellules s'attachent à leur cible au moyen de leur récepteur FC ou C3. Donc, par exemple, quand je parle des cellules, là, on parle par exemple de neutrophiles, macrophages, donc qui vont reconnaître les IgG, peuvent reconnaître aussi là, des molécules du complément, mais dans ce cas-ci, ça pourrait entraîner l'attaque des tissus. Le meilleur exemple d'hypersensibilité de type 2, puis je vais y revenir, c'est la destruction des globules rouges lors d'une transfusion sanguine entre deux personnes, mais ça va aussi être l'attaque, par exemple, d'une maman qui serait Rhésus- et d'un bébé qui, lui, serait RH+. Donc, la maman pourrait vouloir attaquer ce facteur Rhésus-là. Donc, qu'est-ce qui peut se produire dans une hypersensibilité de type 2? Dans l'image du haut, ça, c'est la réaction normale. Donc, vous avez, par exemple, une bactérie sur laquelle il y a des anticorps, puis il y a des molécules du complément. Je vous rappelle, c'est un phénomène qu'on appelle l'opsonisation. Le phagocyte arrive, dans ce cas-ci, c'est un neutrophile, va reconnaître la région FC de l'anticorps, va reconnaître la molécule du complément et va phagocyter la bactérie, puis la digérer. Ça, c'est merveilleux, c'est ce que l'on souhaite. Mais dans une hypersensibilité de type 2, si l'anticorps ou les molécules du complément se fixent sur vos tissus, puis il y a plein de tissus dans lesquels ça peut se produire, là, ou plein de cellules,
Donc, ce qui va arriver, donc, mon neutrophile, mon macrophage arrive. Là, il ne peut pas phagocyter tout ça, c'est plus gros que lui. Donc, qu'est-ce qui va arriver? On va appeler ça de la phagocytose frustrée. J'aime bien ce terme. Et le neutrophile, okay, qui va se choquer, qui va se fâcher, va libérer des molécules qui vont détruire les tissus sur lesquels les anticorps étaient fixés. Donc, ça va avoir clairement des répercussions négatives sur votre corps si votre système immunitaire s'attaque à vous. On va voir des exemples dans quelques instants. Un premier exemple, OK? Donc, la maladie hémolytique du nouveau-né, c'est justement la maman. OK? On le voit ici, là. Donc, elle est RH négatif, bébé RH positif. Donc, ça, le bébé RH positif, c'est de la faute. C'est en raison du père. Donc, le père doit être rhésus positif, va transmettre les gènes à son enfant. L'enfant est lui-même RH+, lors de la première grossesse. Okay? Ce qu'il faut comprendre, là, lors d'une grossesse, le bébé forme son propre sang. La mère lui amène des nutriments via le placenta, mais il n'y a pas d'échange sanguin. Okay? Ce n'est pas le sang de la mère qui rentre dans le corps de l'enfant pour le nourrir. Donc, l'enfant fait son propre sang. Tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas de contact entre le sang du bébé et le sang de la mère, il n'y a pas de danger. Mais le problème va survenir souvent lors du premier accouchement. Donc, lors du premier accouchement, clairement, il va y avoir des lésions, il peut y avoir du sang. Donc, il peut y avoir contact sanguin entre le sang du bébé et le sang de la mère. La mère va développer une réponse immunitaire mémoire, okay, comme on le voit ici. Donc, ici, on voit bien la mère, suite à l'accouchement, donc les globules rouges de l'enfant, okay, qui sont RH+. La maman développe des anticorps et va développer des cellules mémoire. Donc, lors d'une deuxième, troisième, quatrième grossesse, si un autre bébé est RH+, eh bien, la mère va attaquer, puis là, j'aime pas le terme parce que c'est pas volontaire, okay? Mais la mère, de façon naturelle et passive, transfère toujours des anticorps à son enfant. Donc, elle lui transfère des IgG. Ça, c'est bon. Normalement, c'est bon parce que, par exemple, quand l'enfant naît, son système immunitaire n'est pas apte à lutter efficacement tout de suite contre les micro-organismes. Donc, la mère, en lui transférant des anticorps IgG contre ce qui l'a infecté elle va protéger son enfant. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'elle a produit des IgG, la mère, qui vont être nuisibles à l'enfant. Donc, ce qui peut arriver, c'est que l'enfant, dans le fond, pourrait mourir, ça pourrait être une fausse couche, ou pourrait, comme on le voit sur l'image de gauche, là, qui est une image assez triste, donc il pourrait y avoir attaque de l'enfant, qui peut être mort-né, qui peut survivre aussi, mais va avoir une jaunisse assez incroyable. Donc, ce qui va arriver, c'est que les globules rouges de l'enfant vont être détruits par les anticorps de la mère. Ça va libérer plein de bilirubine. Ça peut être dangereux. Dans le fond, l'enfant peut s'intoxiquer avec ses propres, on va dire, déchets cellulaires. Donc, c'est problématique. Depuis les années 70, on a développé la prophylaxie Winro. Okay? Ce que l'on fait à ce moment-là, c'est que chez la mère, donc la femme enceinte qui est RH négatif, on peut lui donner, dans le fond, c'est une thérapie par des anticorps qui ont été modifiés. Là. Donc, les anticorps qu'on va lui injecter vont neutraliser les globules rouges de l'enfant avant que la maman développe ses propres anticorps contre ces globules rouges-là. Donc, on bloque les globules rouges de l'enfant. Donc, par exemple, moi, ma conjointe, donne un exemple, là. Lors de sa première grossesse, okay, ma blonde est RH négatif. Elle est O-. Moi, je suis B+. Donc, il y avait des chances que notre garçon soit positif aussi. Donc, ce qui est arrivé, normalement, lors de la première grossesse, ce n'est pas un problème, mais on peut donner quand même, juste avant l'accouchement, le traitement Winro à la mère pour éviter qu'elle développe des anticorps contre les globules rouges de l'enfant. Mais nous, ce qui était particulier, c'est que notre enfant se présentait par le siège et on a tenté, okay, à l'hôpital, donc il y a un médecin qui a tenté de faire ce qu'on appelle une version, donc d'inverser le bébé dans l'utérus de la mère pour que la tête se place correctement. Mais là, en faisant ça, veut pas, okay, le médecin le pousse sur le ventre de la femme avec beaucoup de force. Donc, ça peut entraîner des petites lésions, okay, au niveau du placenta et quoi que ce soit. Puis là, le sang de l'enfant pourrait être transmis à la mère. Donc, la mère pourrait développer une réponse immunitaire. Donc, suite à ce traitement-là, ma conjointe a reçu du Winro, okay, pour neutraliser les possibles globules rouges de l'enfant qui auraient pu lui être transmis. Donc, ça doit normalement bien fonctionner. Mais notre enfant, quand il est né, il a quand même eu une petite jaunisse. Okay? Ça n'a pas été majeur, mais il a eu une réaction. Donc, quand un enfant a une jaunisse, ce n'était pas intense comme la petite fille que vous voyez sur l'image de gauche. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on place l'enfant dans une espèce de petit incubateur avec des lampes UV. Les lampes UV vont
favoriser l'élimination des déchets causés par la destruction des globules rouges. Donc, ça l'aide à récupérer plus rapidement. On lui met des petites lunettes, là, pareil comme quelqu'un qui va se faire bronzer là, dans un salon de bronzage. Donc, mon enfant était dans un salon de bronzage dès ses premières, on va dire, 24-48 heures. Bref. Je reviens sur le Winrow. Donc, c'est une thérapie qui fonctionne bien. Okay? Regardez ça ici. Juste les soins de santé qui s'amélioraient, là, on avait un taux de mortalité infantile qui diminuait. C'était très, très, très bon. Mais regardez, là, lié à la maladie hémolytique du nouveau-né. Mais quand on a introduit le Winrow, là, boum, okay, il y a eu une chute drastique, fantastique. Il n'y a presque plus d'enfants qui meurent de cette maladie-là. Il y a des enfants qui meurent. Okay? C'est triste, mais par la maladie hémolytique du nouveau-né, il n'y en a presque plus. Puis comment on fabrique le Winrow? Souvent, on va aller chercher ces anticorps-là dans le sérum de patients, de personnes. Donc, par exemple, quand vous allez faire un don de plasma chez Héma Québec ou Plasma Québec, eh bien, on peut récupérer. Si par exemple, on détecte que vous êtes une personne qui produit des anticorps anti-Rhesus Plus, donc on va prendre votre sérum, puis on va récupérer ces anticorps-là, puis on va faire le Winrow avec ça. Anecdote là-dessus, il y a une personne en Suède qui est comme une espèce de donneur régulier de plasma et on fabrique pratiquement tout le Winrow qui est utilisé en Suède à partir de son sérum à lui. Donc lui, quand il voit un enfant dans la rue, là, il est peut-être en train de se dire « Hey, moi, j'ai peut-être sauvé la vie de cet enfant-là parce qu'on a utilisé mon sérum pour fabriquer un médicament, donc fabriquer le Winrow. » Il y avait un article là-dessus là, dans la presse, j'aurais pu vous l'envoyer, c'était intéressant. Voilà, donc ça explique encore une fois. Donc, le père Rhesus plus, la maman Rhesus moins. Si l'enfant est Rhesus plus lors de la première grossesse, pas trop de stress, ça rime. Mais après le premier accouchement, donc la maman produit des anticorps qui vont réagir contre le Rhesus plus. Donc, lors d'une deuxième, troisième, quatrième grossesse, l'enfant pourrait être attaqué par les anticorps de sa mère. D'autres types donc, de réactions envers les antigènes tissulaires, donc d'autres exemples d'hypersensibilité de type 2. Et là, attention, je me suis pratiqué. Le purpura thrombocytopénique idiopathique, c'est une maladie, c'est un problème où il y a attaque de vos plaquettes sanguines, donc ce qu'on appelle les thrombocytes. Donc, ce qui peut arriver parfois, c'est que des aptènes, encore une fois, donc certains médicaments vont se coller, s'attacher sur les thrombocytes, puis les anticorps et les molécules du complément, donc entraînent la destruction des thrombocytes. Donc, clairement, problème de coagulation qui peut être dangereux. Puis les deux autres, myasthénie et maladie de Graves, ce sont deux autres exemples de maladies auto-immunes. Puis je vais vous montrer les images suivantes. Puis là, faire attention, parce que ça se ressemble. Okay? On a la myasthénie grave et la maladie de Graves. Donc, dans un cas, c'est vraiment l'intensité de la myasthénie, donc elle est grave. Puis dans l'autre, c'est le nom d'une personne qui a donné son nom au problème, à la maladie. Donc, myasthénie grave. Okay? C'est une forme de paralysie. Ce qui va arriver, okay? Là, il faut comprendre ou se rappeler un petit peu comment le système musculaire fonctionne. Donc, quand je contracte un muscle, okay, je bouge. Donc, il y a mon système nerveux qui envoie un influx. Donc, l'influx nerveux arrive ici en provenance du cerveau, de la moelle épinière. À la terminaison ou à la jonction neuromusculaire, il va y avoir libération d'acétylcholine, donc un neurotransmetteur. Neurotransmetteur qui, normalement, va venir se fixer sur des récepteurs de mes cellules musculaires et ça va permettre toute la chaîne d'événements qui mène à la contraction. Donc ça, c'est ma réaction normale. Mais chez un patient myasthénique, ce qui va arriver, c'est qu'il y a des anticorps qui reconnaissent ces mêmes récepteurs-là. L'anticorps va venir se fixer, mais quand il y a une molécule ou une molécule d'acétylcholine, un neurotransmetteur qui veut venir se coller, ça ne fonctionne pas. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que la contraction musculaire ne peut pas se faire parce que l'anticorps, l'IgG qui est ici, bloque le site de liaison. Donc là, j'ai une paralysie. Pour la maladie de Graves, là, ça entraîne des problèmes hormonaux. Là, je vais faire un petit schéma au milieu, là, vous m'excuserez, ça ne sera peut-être pas super beau. Donc, on a une cascade hormonale. J'ai, par exemple, l'hypothalamus. Donc, on est au niveau du cerveau. L'hypothalamus va produire une hormone qui s'appelle la TRH. Ça va aller agir sur l'hypophyse. Donc, l'hypophyse. L'hypophyse est séparée en deux structures, l'adénohypophyse et la neurohypophyse. Pas grave pour l'instant. Donc, de l'hypophyse, ou de l'adénohypophyse dans ce cas-ci,
on va répondre en produisant une autre hormone qui s'appelle la TSH. Donc, l'hypothalamus produit la TRH, ça agit sur l'adénohypophyse qui libère de la TSH. La TSH, normalement, va aller agir sur la glande thyroïde. Et la thyroïde va répondre en produisant deux hormones, qui sont les hormones T3 et T4. T3 et T4, dans le fond, c'est le nombre d'atomes d'iode qui font partie de cette molécule-là. Okay? Donc, bref, ça, c'est ma cascade hormonale. Normalement, dans votre corps, okay, les hormones T3 et T4, par la suite, vont augmenter votre métabolisme et tout. Quand ces hormones-là sont produites, normalement, ça revient à l'hypothalamus et ça entraîne une rétroaction qu'on dit négative. Donc, ça dit à l'hypothalamus, OK, les hormones ont été produites, on peut se calmer. Donc, le corps va arrêter de produire la TRH, toute la cascade hormonale cesse, et lorsqu'on en a besoin, okay, ou lorsqu'il n'y a plus de T3, T4, eh bien, là, ce signal-là n'existe plus, et l'hypothalamus recommence, etc. Bon, ça, c'est la réponse normale. Mais là, qu'est-ce qui va arriver dans le cas de la maladie de Graves? C'est qu'on a des anticorps. Okay? Là, encore une fois, je peux faire les petits récepteurs ici. Donc, on a des récepteurs à TSH qui sont là. Okay? Comme on le voit dans le fond sur l'image qui est ici. Vous avez l'hypophyse qui libère la TSH se fixe dans les récepteurs. Mais là, dans mon problème de maladie de Graves, j'ai des anticorps qui se fixent sur la thyroïde. Et là, ces anticorps-là, contrairement à la myasthénie, okay? La myasthénie, dans le fond, je bloquais le récepteur et il n'y a plus rien qui se passait. Dans le cas de la maladie de Graves, lorsque l'anticorps se fixe sur les récepteurs, ça le stimule. C'est comme si on laissait, en bon français, la switch à on. Okay? Donc, on active constamment la glande thyroïde, malgré le fait okay, que les hormones thyroïdiennes devraient revenir et causer une rétro-inhibition sur la cascade hormonale, okay, l'hypothalamus et de l'hypophyse. Okay, donc, ici, par exemple. Donc là, ça ne change absolument rien. Les hormones T3, T4 sont constamment produites, donc le métabolisme de la personne va être gravement augmenté. Beau lapsus, j'ai encore utilisé le mot grave. Donc, ça va être augmenté. Donc, chaleur, tout le temps faim, dépenses d'énergie excessive. On peut avoir des problèmes aussi au niveau de l'iode, parce qu'on produit trop d'hormones, puis on peut avoir un manque d'iode. Bref, il y a plein de problèmes qui vont survenir lorsqu'on a la maladie de Graves. Maintenant, les maladies à complexe immun ou les hypersensibilités de type 3. Donc, je vous rappelle ce qu'est un complexe immun. Donc, vous avez des anticorps, okay, puis des antigènes qui vont former un réseau. Donc, ce réseau-là, normalement, devrait être éliminé par soit les globules rouges ou par des phagocytes, mais dans certains cas, il va se déposer dans certains tissus et causer plein de problèmes. Donc, certains exemples okay, de maladies qui sont dues à des complexes immuns, on a les infections persistantes. Donc, vous êtes infecté par un micro-organisme, mais si votre corps okay, ne l'élimine pas correctement, ce micro-organisme-là, et que le micro-organisme persiste dans le temps. Donc, des infections là, qui sont pratiquement chroniques. Là. Donc, on parle de la lèpre, la dengue. Donc, la lèpre, c'est une infection bactérienne. La dengue, c'est viral. Paludisme, là, on parle d'infection à protozoaire. Hépatite virale, donc virus. Donc, ce sont des virus ou des micro-organismes, je devrais dire, qui restent longtemps dans votre corps. Donc, les antigènes vont être présents souvent. Donc, ce qui peut arriver, c'est qu'avec les anticorps que vous produisez pour tenter de les neutraliser, ça va former des complexes immuns qui vont se déposer dans vos tissus. On a aussi des maladies à complexes immuns qui sont des maladies auto-immunes. Polyarthrite rhumatoïde. Donc, il y a des complexes immuns qui se forment. Ces complexes immuns-là vont pouvoir aller se déposer, par exemple, dans vos articulations. Donc, quelqu'un qui a de l'arthrite, c'est les articulations le problème. Donc, les complexes immuns se fixent dans l'articulation. Ça entraîne une réaction inflammatoire importante qui va altérer l'intégrité de l'articulation puis entraîner des problèmes de mobilité et de la douleur. Le lupus érythémateux disséminé, ça c'est aussi une maladie auto-immune grave. Dans ce cas-ci, les dépôts à complexes immuns pourraient se faire au niveau des reins. Il y a aussi donc l'inhalation de matériel antigénique. Donc, par exemple, les personnes qui sont en présence de molécules en très grande quantité. Okay? Poumons, par exemple, des fermiers. Vous allez nourrir votre bétail, vos animaux de ferme, vous inhalez beaucoup de foin, de choses comme ça. Donc, vous pourriez avoir des dépôts ou des complexes immuns qui se forment au niveau de vos poumons.
Les éleveurs de pigeons, c'est peut-être pas la job la plus à la mode présentement, mais dans les fientes, dans les excréments des oiseaux, ça peut provoquer beaucoup d'allergènes, beaucoup de molécules qui vont être inhalées, et encore une fois, des complexes humains vont se former au niveau des poumons. Glomérulonéphrite, donc encore une fois, des complexes humains qui vont se déposer dans les glomérules, donc au niveau des reins, ce qui peut entraîner des problèmes rénaux importants. Donc ici, on a juste une illustration. Normalement, les complexes humains que l'on voit ici peuvent être captés par les globules rouges, vont être éliminés normalement par le foie ou la rate, pourraient être aussi les complexes humains. Là, je pourrais avoir un macrophage ici, donc on pourrait le phagocyter. Ça, c'est une voie normale. Mais quand le complexe humain va se fixer dans les tissus, là, on peut avoir la fameuse phagocytose frustrée, on peut avoir des réponses inflammatoires, comme dans l'arthrite, donc ça peut devenir problématique. Dans certains cas, ça peut être dangereux aussi parce que ça peut provoquer des thromboses, donc des caillots sanguins qui se forment. Donc, vous êtes dans un vaisseau sanguin quelconque, il y a un dépôt qui se fait, les plaquettes viennent s'agréger à tout ça et ça peut entraîner une grosse réponse inflammatoire puis éventuellement causer des problèmes. La dernière, l'hypersensibilité de type 4, ou ce qu'on appelle l'hypersensibilité retardée. Rappelez-vous, l'hypersensibilité de type 1, on disait qu'elle était immédiate. Donc, ça se produit rapidement. Quelqu'un qui mange des arachides et qui est allergique va avoir une réponse dans les minutes qui vont suivre. Mais l'hypersensibilité retardée, elle est due aux cellules T, donc ça prend un petit peu plus de temps avant que tout ça s'active. Donc, ces réactions-là vont prendre environ 12 heures ou même plus. Donc, vous pouvez être en contact avec une molécule, une substance. Ça ne vous donne pas de réaction dans les heures qui suivent. Mais plus tard, il y a une réaction qui apparaît. Même si la substance, par exemple, ou l'objet, je vais donner un exemple précis. Là. Certains bijoux peuvent provoquer des réactions d'hypersensibilité retardée. Souvent, les gens vont penser qu'ils sont allergiques aux bijoux. Ce n'est pas tout à fait vrai. Parce qu'une allergie, c'est vraiment une réaction qui est due à un IgE. Mais dans ce cas-ci, par exemple, si on porte une montre ou un bracelet, vous portez votre montre, tout va bien, il n'y a pas de réaction. Vous l'enlevez, le lendemain, vous ne la remettez pas et tout à coup, il y a une réaction qui apparaît à l'intérieur de votre poignet. Donc, les molécules, les atomes de votre montre, souvent c'est du nickel par exemple, entrent dans votre peau et ça prend du temps avant que la réaction se fasse. Donc, on va aller voir divers exemples qui expliquent justement l'apparition d'hypersensibilité de type 4. On va voir souvent des réactions d'eczéma. Puis là, je dis au site de contact avec l'allergène, il faut faire attention, c'est peut-être pas le meilleur terme que j'ai utilisé là. Donc, avec la molécule qui provoque la réaction. Parce qu'encore une fois, si on pense allergène, on pense, toute évidence, allergie et IgE, mais avec la substance irritante. Donc, nickel, sel de chrome, on le voit par exemple sur des bijoux. Il y a des personnes, par exemple, ça peut être des boucles d'oreilles. Donc, vous mettez certaines boucles d'oreilles, puis au niveau du trou de votre boucle d'oreille, il y a de l'inflammation, il y a de la rougeur, de la chaleur, de la douleur. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Moi, ça m'était déjà arrivé, j'avais acheté un collier au Pérou, je le portais de temps en temps, puis à un moment donné, j'avais tout le temps un gros spot rouge, tout le temps à la même place, là, un petit peu plus haut que le chest. Donc, je me demandais ce qui se passe, puis à un moment donné, j'ai fait le lien entre le bijou que je portais, puis là, j'ai dû arrêter de le porter, là, tout simplement. Donc, ça, c'est des réactions qui peuvent se produire face à certains bijoux. Si vous voulez éviter des problèmes comme ceux-là, vous devez porter des bijoux en or parce que l'or ne provoque pas de réaction comme celle-là. Donc, vous devriez investir sur des bijoux en or. Vous demandez ça à votre conjoint. Aussi, l'herbe à puce, ne pas confondre avec l'herbe à poux. L'herbe à poux, c'est vraiment une réaction allergique. Là, vous inhalez le pollen, là, puis vous avez des symptômes d'éternuement, nez bouché, nez qui coule, les yeux qui piquent, etc. Donc, la plante, herbe à puce, encore une fois, produit un aptène, donc une petite molécule qui va réagir avec certaines protéines dans votre peau, dans votre corps. Donc, ce n'est pas tout le monde qui réagit à l'herbe à puce, mais ceux qui réagissent peuvent y réagir de façon assez forte. Donc, on le voit là, sur l'image en bas à droite, donc ça crée des bulbes. Je vais vous montrer même une photo de mon pied, j'ai déjà eu ça. En fait, je pense que je vais la montrer tout de suite. Voilà. Donc, mon pied droit, mon souvenir, c'est que j'ai passé dans un champ quand je faisais mon jogging pour sauver du temps. Puis ce que ça l'a entraîné, dans le fond, c'est j'ai marché dans de l'herbe à puce. Puis dans le fond, la sève de cette plante-là est entrée en contact avec ma peau. Puis, comme je le fais souvent, suite à un jogging, j'ai pris une douche, mais en prenant une douche d'eau chaude, souvent la sève va entrer encore plus facilement dans votre peau. C'est sûr qu'on en enlève une partie, mais elle peut entrer plus facilement dans la peau. Et la fameuse sève, là,
Il a fallu que je lave mes chaussures, laver mes bas, parce que si j'avais reporté les mêmes chaussures sans les nettoyer, j'aurais pu avoir d'autres réactions par la suite. Donc, il faut vraiment nettoyer les vêtements là, qui ont été en contact avec cette plante-là. Euh, Mon pied gauche aussi a subi les conséquences de cette réaction-là, parce que, par exemple, quand je dors, si mes deux pieds étaient en contact un avec l'autre, quelques jours après, mon pied gauche a eu une réaction beaucoup moins importante que le pied droit, mais quand même. Donc ça, c'est des réactions à l'herbe à puce, ou poison ivy. Donc c'est une réaction à un aptène. Ça fait des bulles. Je mettais de la calamine pour calmer les démangeaisons avec un pansement par-dessus. Somme toute, moi, ça s'est bien terminé. J'ai pas eu d'infection parce que ça crée des plaies, veux pas. L'épiderme est attaqué, donc les bactéries, par exemple, ou des mycètes pourraient infecter la peau. Donc, il faut faire attention, il faut couvrir avec des pansements, nettoyer ça le plus possible, même si ce n'est pas super agréable de le faire. Puis bon, ça a pris 2 semaines peut-être, puis après ça, j'ai plus de cicatrices, quoi que ce soit. Mais j'ai déjà connu des gens qui, par exemple, coupaient des mauvaises herbes sur le bord des autoroutes, là, par exemple avec la ville, puis la personne faisait ça en chest. Puis bon, il y a eu plein de molécules sur la peau, puis il y en a eu à grandeur du torse. Okay? Donc, ça a été problématique. Il y a un de mes amis aussi qui a fait ça en arrachant. Okay? Il voulait éviter que ses enfants entrent en contact avec les plantes. Donc, il s'est mis des gants, oui, mais il a arraché les plantes. Donc, ses mains étaient intactes, mais il était en short. Puis, juste en arrachant, des fois, ça peut projeter des petites gouttelettes avec de la sève. Donc, sur ses jambes, il a eu une réaction vraiment assez intense. Puis lui, malheureusement, a eu des infections. Donc, il a dû recevoir des antibiotiques intraveineux pour l'aider à guérir. Donc, ça peut entraîner des conséquences autres que le phénomène d'hypersensibilité lui-même. Autre réaction d'hypersensibilité de type 4, puis encore une fois, il ne faut pas le confondre avec une allergie, c'est les réactions au latex. Donc, des gants de latex, par exemple, des gants de faire la vaisselle, des gants de laboratoire, les condoms en latex, certains cathéters qui peuvent contenir du latex. Donc là, on pourrait avoir une réaction d'hypersensibilité de type 4. Donc, vous mettez des gants une journée, pas de problème. Le lendemain, vous mettez les mêmes gants, ou le même type de gants, puis vous avez une réaction. Donc, ça prend un petit peu plus de temps. Donc, ça termine cette section sur les hypersensibilités. Vous pouvez ajouter les termes suivants à votre glossaire, donc hypersensibilité et complexe immun. Il est possible que complexe immun ne soit pas présent dans votre glossaire, mais faites juste le rajouter. Il y a des espaces vides là, à la fin, donc vous pouvez l'écrire à ce moment-là. Donc, si vous avez des questions, ne vous gênez pas. Ça va toujours me faire plaisir de vous répondre. Bonne journée.